celle des citoyennes et citoyens mauritaniens au dialogue national inclusif, dialogue sur lequel ils fondent beaucoup d'espoir. Des préparatifs, ceux de la rentrée scolaire 2016-2017, les enseignants et les matériels scolaires déjà en route pour l'intérieur du pays. Une entrée, celle du yuan, la monnaie chinoise, dans la cour des grandes monnaies, s'est effective à partir d'aujourd'hui, 1er octobre 2016. Voilà pour les titres du journal et avant de les développer, ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue de la Guinée-Conakry à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Abdelaziz exprime à M. Alpha Condé sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. Et puis avant de développer les titres, sachez que lundi prochain, ce sera le premier du jour de l'an, de l'hégire 1438, ce que vient d'annoncer la Commission nationale chargée de l'observation des croissants lunaires. Elle vient de faire cette annonce à l'issue d'une réunion qu'elle a tenue ce soir au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Venons-en maintenant au développement des titres, donc, avec le dialogue national inclusif qui a démarré, vous le savez, jeudi dernier. Ici, c'est ce dialogue avec cette décision des partis de l'Union des forces de la majorité démocratique, décision de poursuivre leur participation à ces assises, décision annoncée aujourd'hui au cours d'une conférence de presse organisée par cette union qui comprend, je le rappelle, 12 partis politiques. Alors, quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision? Élément de réponse avec le deuxième vice-président de cette union, le docteur Khan Amadou Mokhtar. Nous avons dès le départ soutenu le président Abdelaziz parce que la plupart de son programme se trouve dans beaucoup de nos partis. Au moment d'arriver au dialogue, on ignore totalement notre union. Le jour de l'ouverture de ce dialogue national inclusif, on nous a consultés finalement, on nous a présenté des excuses, et c'est pour cela que nous acceptons maintenant de reprendre notre élan pour la réussite de ce dialogue national. Voilà donc pour les partis politiques. Voyons maintenant les réactions d'autres citoyennes et d'autres citoyens mauritaniens à ce dialogue. Qu'est-ce qu'ils en attendent et les espoirs qu'ils fondent sur ce dialogue. On commence, galanterie oblige, par les femmes. Abdoulaye Demaba. Les femmes mauritaniennes ne comptent pas être laissées en rade. Elles ont des préoccupations qui leur tiennent à cœur et aimeraient que cela figure dans l'agenda du dialogue national inclusif. Membres à part entière de la société mauritanienne, elles jouent un rôle essentiel au niveau des ménages et dans le processus démocratique de la nation mauritanienne. Ayant leur mot à dire, elles ont fait parvenir leur avis. Tous nous, les femmes de Mauritaniens, on veut qu'ils nous aident. Nous, on veut travailler, mais on n'a pas les moyens. On veut qu'ils nous aident, nous tous. On aide nos enfants, on travaille pour nos enfants, on travaille pour enseigner nos enfants. Nous, on veut des financements, c'est ça que je t'ai dit. Nous, on veut des financements, regarde. Moi, si j'avais des moyens actuellement, je peux bien travailler, machallah. Si on nous construit des marchés pour nous, on ne sort pas d'or. Ici, c'est très bon en soi, ça permet, ça aidera même le président, je pense. Parce que je pense que le président va plus connaître les souhaits des gens en dialoguant avec les autres, en dialoguant avec les politiciens. Je pense que c'est aussi important que ça. Emploi, l'éducation, surtout l'éducation, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes l'avenir, évidemment, bien sûr. Parce que quand on n'apprend pas, je pense qu'on n'a pas l'emploi qu'il nous faut. Et puis quand on est malade aussi, on ne peut pas aller à l'école ni avoir un emploi.
Quant à cette dame, elle apprécie à sa juste valeur ces concertations. Elle fait appel à tout le monde d'y prendre part et plaide pour un consensus. Quant à cette femme, la composante jeune doit nécessairement figurer au cours de ces discussions. L'éducation aussi, dit-elle, ne devrait être occultée vu son importance. En attendant les résultats de ces discussions, la femme mauritanienne a pris position et a exprimé ses attentes afin que les acteurs de ces concertations intègrent leurs préoccupations au grand bénéfice de la Mauritanie. Et tout comme les femmes, la jeunesse n'est pas du tout en reste, particulièrement les jeunes de notre capitale économique, ces jeunes qui viennent d'organiser une campagne de sensibilisation justement autour de ce dialogue, son importance pour résoudre les problèmes. Une campagne qui a été lancée au cours d'une rencontre organisée hier soir à Nouadhibou, précision avec Melika Nakali. Cette rencontre de la jeunesse de Nouadhibou entre dans le cadre de leur intérêt à s'inscrire dans l'espace du dialogue national inclusif qui a à cœur le devenir et le développement durable du pays. Les jeunes veulent être partie prenante et ont leur mot à dire dans cet espace de dialogue national. Le président de l'initiative, M. Sidi Ould-Mohamed Chir, déclare « Nous sommes un ensemble de jeunes d'opinions et de sensibilités différentes, actifs dans la vie politique et dans les domaines des droits de l'homme et des ONG. Nous avons décidé de nous unir pour soutenir et prendre part à ce dialogue national inclusif dont les résultats seront les meilleurs garants d'un développement durable périn et afin de solutionner les problèmes concernant les jeunes et les citoyens de manière générale. Étant donné que les jeunes sont le meilleur investissement pour l'avenir, leur rôle et leur position sont extrêmement importants pour et dans le dialogue. Madame Fatimatoum Sidina, militante, déclare que le devenir de la Mauritanie nous concerne tous, hommes et femmes au premier plan. Notre participation à ce dialogue national relève de notre intérêt commun. Quant à Ahmed Salimoul Aliyoun, il souligne croire en ce dialogue national et en la nation. Le dialogue œuvre pour l'édification du pays, dit-il. Différentes interventions de participants ont mis l'accent sur l'importance qu'il y a à participer au dialogue national inclusif, qui offre l'opportunité à tout un chacun de poser les problèmes auxquels le citoyen fait face et de débattre des nombreuses questions d'intérêt commun. Ainsi faisant, de participer à l'édification d'une nation forte et unie. Donc pour les réactions des jeunes, des femmes et des partis politiques à propos de ce dialogue national inclusif, dont le lancement a été fait jeudi dernier ici au Palais des Congrès, lancement présidé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Après le dialogue maintenant, la rentrée scolaire 2016-2017, une rentrée qui frappe déjà à la porte. Et en tout cas, les préparatifs vont bon train. Les enseignants ont été acheminés à l'intérieur du pays, tout comme le matériel scolaire. Les enseignants, surtout ceux qui viennent de sortir de l'ENA, ils ont été acheminés aujourd'hui sous les yeux de notre envoyé spécial, Salem Mejbour Salem. Ceux-ci qui ont quitté Nouakchott ce matin transportent 615 enseignants pour le wilaya de l'intérieur. Les locaux de l'ENU, École nationale des universitaires de Nouakchott, ont servi de point de départ. Des camions transportant les fournitures scolaires font également partie du convoi. Les instituteurs viennent de terminer leur formation dans les différentes écoles nationales des instituteurs à Nouakchott, mais également à l'intérieur du pays dans les wilayas dotés de ces établissements scolaires. Les instituteurs sont au nombre de 369 et qui vont devoir mettre en pratique l'enseignement acquis durant leur formation, parfois dans les coins parmi les plus reculés du pays. Les instituteurs nouvellement formés au métier d'enseignant vivent ainsi leur première affectation. Idem pour leurs collègues de l'enseignement secondaire au nombre de 246 sortis de l'ENES, École normale supérieure. Parmi ces 246 professeurs se sont dit prêts à servir en dépit de l'éloignement des lieux d'affectation. Donc pour les préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017, les enseignants et le matériel scolaire donc en route pour l'intérieur du pays afin qu'ils soient sur place les jours J. Voyons maintenant comment notre capitale économique se prépare à accueillir cette entrée scolaire 2016-2017. C'est ce que va nous dire Melika Nakali.
52 établissements scolaires publics du fondamental et du secondaire sont fin prêts à accueillir plus de 23 000 élèves en cette rentrée scolaire 2016-2017. La directrice régionale de l'éducation nationale auprès de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mme Safia Mitbamba, souligne qu'en préparation de la rentrée, plusieurs réunions comprenant toutes les parties prenantes et personnes ressources ont été tenues afin de passer au peigne fin tous les détails afin d'assurer une rentrée scolaire réussie. À cet effet, une sensibilisation de toutes les personnes concernées a été menée. Ce qui différencie, dit-elle, cette rentrée des précédentes, c'est que les élèves doivent être munis de papiers d'identification, quel que soit le niveau de scolarité. Ceux arrivés en fin de cursus du fondamental ou du secondaire doivent être en possession de carte d'identité nationale. Ce qui demande beaucoup de sensibilisation et d'efforts de la part des parents d'élèves en ce qui concerne cette décision importante qui contribuera à la mise en place de l'état civil. Cette rentrée scolaire sera marquée par l'ouverture d'un complexe scolaire pilote à Chamy qui offre un pavillon d'hébergement en plus d'un enseignement conforme à celui des lycées d'excellence. Plusieurs établissements ont été agrandis dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui jouit d'infrastructures scolaires en bon état d'une manière générale. La représentante des parents d'élèves au niveau régional fait un certain nombre de recommandations, dont celle de l'importance à ce que les élèves et les professeurs soient à l'école ce lundi, comme prévu, afin d'assurer une rentrée scolaire en temps voulu. Pour assurer un enseignement de qualité et rapprocher les infrastructures scolaires des populations de la wilaya, les autorités concernées assurent que les travaux sont terminés en ce qui concerne le complexe scolaire pilote de Chamy, en plus des 26 salles de classe qui vont accroître la capacité d'accueil des élèves de Dakhlet Nouadhibou. Je vous rappelle que ce lundi, justement 3 octobre 2016, ce lundi sera le jour de l'an de l'Hégire 1438. C'est ce que vient d'annoncer la Commission nationale chargée de l'observation des croissants lunaires à l'issue d'une réunion qu'elle a tenue ce soir au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Je vous propose maintenant un tour du côté de l'est du pays, particulièrement dans les zones frontalières avec le Mali. Un tour à moto en compagnie d'Arabia Dida. Dès que nous arrivons à la frontière de notre pays avec la République du Mali, nous remarquons un nombre non négligeable de motos, et ce principalement à l'intérieur des villes frontalières. Ce moyen de transport est prisé par les habitants de la zone pour plusieurs raisons. Cet homme nous confie que depuis 4 ans, il utilise la moto comme moyen de transport. Il ajoute qu'il l'utilise pour des trajets de 64 km pour aller en brousse. Quant à cet homme, il affirme qu'il peut se déplacer rapidement pour transporter des malades en brousse vers des hôpitaux. Abbas Iknou nous confie cet autre motocycliste qu'il utilise sa moto pour aller jusqu'au Mali. L'utilisation des motos dans les zones frontalières est un nouveau phénomène dicté par des raisons économiques et climatiques. Avant, on louait des voitures pour aller jusqu'à nos cheptels, à 16 000 ouguiyas. Mais maintenant, affirme cet homme, avec 3 000 ouguiyas de carburant, nous arrivons à destination. Je fais beaucoup de déplacements avec ma moto en un temps record, nous confie celui-ci. Un trajet qu'on effectue en voiture à 30 minutes, en moto, il nous faut seulement 15 minutes. Donc, ajoute-t-il, je préfère la moto. Avec le nombre de motos qui augmente, des garages consacrés à celles-ci voient le jour à Abbas Iknou. Ce garagiste nous confie que la réparation des motos ne coûte pas cher. Pour la segmentation et le changement de chaîne, les prix varient entre 2000 ouguiyas à 1500 ouguiyas. Quant à cet autre garagiste, il affirme qu'à Abbas Iknou, ils se sont spécialisés dans la réparation de motos. Qui dit garage dit boutique de vente de pièces détachées. Ce vendeur nous confie que toutes les pièces de rechange nécessaires à la réparation de motos se trouvent maintenant à Abbas Iknou et qu'il commence à vendre des motos dont le prix varie entre 240 000 ouguiyas à 330 000 ouguiyas. Plusieurs facteurs ont imposé ce nouveau moyen de transport pour les populations de la zone, dont le principal est bien sûr le coût de transport qui diminue. Voilà, c'était un reportage de le rappel de Mohamed Mahmoud Oulbaha, revu, ce reportage revu et présenté en français par Rabia Dida. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec le Yémen. Le Yémen où Aden, cette métropole, cette grande métropole du sud,
a été le théâtre aujourd'hui d'un attentat suicide. C'était un attentat dont le bilan s'élève à 2 morts, un civil et le kamikaze, ainsi que des blessés. Et c'est un attentat qui n'a pas encore été revendiqué pour le moment. Une page économique et monétaire pour terminer ce journal avec l'entrée ce 1er octobre de la monnaie chinoise dans la cour des grands aux côtés du dollar, de l'euro, de la livre sterling et du yen japonais. Ce qu'a annoncé hier plutôt, la directrice générale du Fonds monétaire international. Donc le yuan chinois fait partie désormais du panier des tirages spéciaux au Fonds monétaire international. Précision sur cette entrée avec Abdullah Demaba. Le yuan chinois fait désormais partie des monnaies de référence aux côtés du dollar et de l'euro. À compter d'aujourd'hui, la devise de la Chine sera officiellement partie intégrante de l'unité de compte du Fonds monétaire international FMI. Après un long examen, l'organe de direction du Fonds monétaire international, qui représente les 189 États membres, a donné son feu vert en novembre 2015, assurant que le yuan remplissait 2 grands critères, à savoir être massivement présent dans les transactions internationales et être librement utilisable. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a salué cette intégration du yuan qu'elle considère comme une étape historique pour Pékin. Cette décision, souligne-t-elle, va accélérer l'intégration de l'économie de la Chine dans le système financier et monétaire international. Depuis quelques années, Pékin cherche à consolider son 2e rang de puissance économique mondiale et ne ménage pas ses efforts pour faire du yuan une monnaie de réserve internationale. Donc le yuan chinois qui est depuis aujourd'hui dans la cour des autres grandes monnaies. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le dialogue national inclusif lancé jeudi dernier par le président de la République, eh bien, ce dialogue suscite beaucoup de réactions des femmes, des jeunes, mais aussi des partis politiques qui font là-dessus beaucoup d'espoir. La rentrée scolaire 2016-2017, les préparatifs vont bon train et les mesures nécessaires ont été prises avec l'envoi des enseignants et du matériel scolaire à l'intérieur du pays pour que tout soit en place le jour J. Et journée importante pour la Chine avec l'entrée de sa monnaie nationale dans la cour des grands aux côtés des autres monnaies telles que le dollar ou encore l'euro. Voilà, le JTF reviendra demain, bien entendu. Il m'explique à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30 et bien sûr, je vous rappelle que lundi prochain, c'est le jour de l'an de l'Hégire, 1438 plutôt, et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne et heureuse année. À demain, bonsoir. مرتبط به دولة، مرتبط به مجتمع، مرتبط به مشروع سياسي لدولة كاملة، ونحن مستعدين له. أنها ودودة إلى حد ما، رحيمة إلى حد ما تجاه المرأة، وبالتالي مفهوم الافتراضي للعنف واللي يبرر قطعا قدر من الأعمال البرامجية والمؤسسية. ما نعرف إلى أي حد هو قابل لشكل تعنيف بهذا المعنى،
وإن كانت هناك أعتقد قطاع الشؤون الاجتماعية ومنظمات غير المجتمع المدني إلى آخره بناوا من التسعينات إلى يبنوا برامج محاربة التعنيف المرأة إلى آخره، وأعتقد أنها قاعدة عرف العالم كامل. موجود ولا ما موجود هون بمستوى بلادنا؟ شخصيا كباحث ما قد عدلت هذه دراسة، هي قد نعرف عن المجتمع الموريتاني بحكم خصائصه الاجتماعية وبحكم بنية الأسرة فيه اللي غير مستقرة، واللي الراجل وجوده فيها في عوامل مؤقت، بمعناها عن العنف فيه لا يعود لا مؤقت ذاته له بشكل منتظم، لأن العنف يمتان قوته في المجتمع في الأسرة أساسا في الأسرة اللي ضبوطها قانونيا حتى، وبالتالي يتولد العنف والاستمرارية في العنف والتفكك الاجتماعي غير طلاق مستحيل. المجتمع الموريتاني أعتقد أنه بالنسبه للأسرة فيه ما هي مستقره حتى، وبالتالي مهمات ضغوط متينه حتى على احد اطراف الاسره على ان يمارس عنف شديد على الاخر اللي قاع هو وجوده معه في اعظم الاحيان عنه مؤقت، وهذا ما شيء يسهل عن المجتمع الموريتاني المجتمع الوكيك. اذا لا نقول هون على عن كل ما ارتفع منسوب التعليم في صفوف النساء وفي صفوف البنات، معناها كلما